Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. L'extrême droite. Une hausse de 5800%. Ça n'a pas de bon sens. Mais on a d'autres chiffres intéressants aussi par rapport au fact-checker. Hey, quelle incroyable affaire, cette histoire-là en fin de semaine dans le Journal de Montréal. Je vais vous le mettre à l'écran parce que c'est quand même assez succulent. C'est quoi les chiffres que tu as dit tantôt? 5800%, quelque chose de même? Ah, c'est 6300%, je Ah, pense. tabarouette. Hey, ça, c'est du pourcentage. Moi, j'aurais ce rendement-là dans mes REER, là, je serais riche. Exact. Donc, c'est cet article-là, hausse vertigineuse de l'extrême droite au Québec. Pas besoin de vous le mettre à l'écran là, plus longtemps, là, mais on dit les activités de l'extrême droite au Québec ont connu une hausse fulgurante au cours de la dernière décennie, passant de 2 incidents par année à 2 par semaine. Selon un nouveau rapport qui, publié aujourd'hui, montre que ce mouvement se radicalise plus que jamais. Le Attends un peu. Centre d'expertise de Attends un peu, formation. attends un peu, attends un peu, attends un peu. Là, les mathématiques, là. Est-ce que le calcul est bon? Probablement, là, on s'en doute. Là. On est passé de 104 à 102. OK. Est-ce que l'utilisation d'un pourcentage pour décrire la hausse des événements qui étaient à toute fin pratique nuls avant et qui maintenant sont à toute fin pratique rares présentement, est-ce que c'est une utilisation honnête d'une statistique? Ouais, c'est un peu bizarre. Écoute, là, come on, là. Faut se le Tu sais, dire, là. quand j'ai lu ça, que c'était quoi, 6300%, je me doutais bien que le diviseur devait ressembler à 1, 2 ou 3 maximum. Là. Ben oui. Mais c'est ça. Et là, on nous dit le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation a recensé 521 événements de l'extrême droite au cours des 10 dernières années. Donc, 500 événements en 10 ans. De 2010 à 2020, il note que le mouvement est passé de 2 à 119 activités annuelles au Québec. Et là, on nous parle, of course, là, parce que là, les gens se disent, c'est quoi ça, l'extrême droite, là-dedans? Là, on parle d'Atalante, on parle de... Ça fait Qu'est-ce longtemps que qu'on n'a j'ai pas entendu aussi? parler d'eux autres. Hein. Moi, j'entends jamais parler de ça. On Mais nous parle... ça, c'était le temps de la meute. On parle de 2018-2019, je Ouais, pense. ben la meute est dedans aussi. On parle de Storm Alliance. Et on parle aussi d'un truc qui s'appelle Groupe anti-mesures sanitaires. Tu vois, on a sacré ça là-dedans. J'aime bien ça, moi, quand même. Fédération des Québécois de souche. Ouais, OK. il y en avait des saucés là-dedans, je pense. 4 phases de développement de l'extrême droite au Québec. De Mais attends, 2010... la gang, là, c'est des phénomènes ultra marginaux, hein, parce que vous savez, moi puis Frank, on suit beaucoup la politique, on suit beaucoup des comptes Twitter, on est au fait de ce qui se passe. Ces groupes extrêmement marginaux-là, on les voit pas passer beaucoup. Là. pas C'est beaucoup. pas. Ben, à base, il y a 100 quelques événements, puis là, il faudrait voir c'est quoi qui est défini comme étant un événement comme tel. Là. Je veux dire, est-ce que c'est on a attaqué une personne de couleur? Est-ce que, tu sais. Ben non, c'est ça mon point. C'est Pas check du monde bien. recommandable. Là. Tout le monde comprend ça. Là. On sait, par exemple, que certains gens de la meute qui s'étaient ramassés dans les farfadets ou des affaires de même. Mais tu sais, je veux dire, n'importe qui a déjà vu une vidéo de ces gens-là sait que c'est un peu louche. Beaucoup louche, en fait. Mais ce qui me fascine dans tous ces trucs-là, Frank, c'est toujours la même chose. On a une grande facilité à mettre en lumière les événements d'extrême droite. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. OK? Ces groupes-là, est-ce qu'ils sont recommandables? Absolument pas. Mais je veux dire, des événements d'extrême gauche, il y en a aussi. Là. Ben, Il y a des regroupements communistes sur l'île de Montréal. Là. ben, La riposte socialiste, vous appelez ça comment? ben, puis, le pire, c'est que c'était en fin de semaine. C'est ça le plus drôle, c'est que cet article-là sort en fin de semaine pour nous dire hey, l'extrême droite au Canada, là, ça a pas de bon. Au Québec, ça n'a pas de bon sens. Ça a augmenté de 6000%. On ne sait plus quoi faire. Tout le monde tripe sur Donald Trump et blablabla, parce qu'il y a ça aussi décrit dans l'article en passant. Là. Extrême droite égale Donald Trump. Ouais, attends un peu. Euh, Ça marche pas, ça. mais en fin de semaine, il y avait une réunion où il y avait 700 communistes sur l'île de Montréal qui ont payé pour aller célébrer les 100 ans de la mort de Lénine
avec... OK, on commémore la mort de Léline. Ça, c'est un événement d'extrême gauche, ça, là. Ben là, je veux dire, moi, c'est parce que moi, je veux bien, là, Chris, qu'on nuance tout, là, mais si tu me dis que c'est d'extrême droite aimer Donald Trump, ça va être d'extrême gauche aimer Lénine. Là. Ben oui, Tu sais, ça va être beau. Là. effectivement, là. Et dans le type d'activité, on nous dit il y avait 228 actions militantes, 114 manifestations, 70 conférences, 35 concerts, 10 activités politiques et ce qui devrait nous intéresser normalement, 64 actions violentes ou crimes. Donc, Ouais, normalement, c'est de ça qu'on serait censé parler. Parce qu'un concert avec des bands supposément d'extrême droite, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? ouais, puis attends un peu, là. Les crimes, là, les 64, là. Est-ce qu'il y a dans ces crimes-là des gens qui ont manifesté dans des manifestations considérées illégales? Il y a eu des arrestations dans des manifestations du Ouais, ouais, ça aussi. Est-ce qu'on a compté ça là-dedans, puis c'est ça qui fait qu'il y en a autant? Est-ce qu'on va se ramasser genre en 2026, 2027, puis ce chiffre-là va rebaisser, puis personne ne va en parler? Ouais. Parce que, tu sais, c'est donc bien malaisant. Si tu veux faire une vraie job de surveillance des extrémismes, là, surveille tous les extrémistes. Je veux dire, moi, les événements extrêmes que j'ai vus qui sont très récents, puis que j'ai pas entendu ce groupe-là les dénoncer, c'est des manifestations pro-Palestine qui étaient très haineuses envers les Juifs. Ça, Ah, on a tiens vu donc. ça à l'automne, ça, là. Ouais, ouais. Des regroupements d'extrême gauche qui faisaient ça. Tiens donc. Ouais, Non, ça n'existe plus. Mais moi, ça, Ruba c'est. Gazal qui prononce une thématique From the River to the Sea sur son compte Twitter, Facebook, son compte Facebook, pardon, pas Twitter, et que ça reste comme si rien n'était, qui est fondamentalement un slogan terroriste. Est-ce qu'on en parle dans leur recherche? Ah, puis c'est rien, là. Elle veut sauver l'UNRWA. Donc, l'UNRWA, là, c'est un organisme supposément qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, mais c'est que même l'ONU a suspendu les fonds qui sont envoyés à cet organisme-là parce qu'ils ont participé aux attentats du 7 octobre. Calisse. Mais, le centre de radicalisation, eux autres, ça ne dérange pas. Mais, On spot des gars avec des pattes de loup sur la tête, mais bon, puis à la limite qu'on le fasse, moi, qu'on fasse de la recherche sur ces regroupements-là, je trouve ça bien correct, honnêtement, pour vrai, là, ça me dérange pas ben, pantoute. ben oui, mais ça nous amène au point qu'on voulait parler. C'est que comment se fait-il que c'est toujours les mêmes entités ou Parce que je les veux mêmes dire thématiques qui sont spotées? Là? parce que ça a de l'impact sur nous autres, hein, by the way, parce qu'il y a des tout croches, les réseaux sociaux, qui font tout en leur pouvoir pour nous associer à ces crottés-là. Parce que, qu'on soit clair, là, il y a bien des regroupements qui étaient dits ici, là, que je considère que c'est des crottés. Là. Ça me dérange pas qu'on dise que ces gens-là existent, puis qu'ils font des actions violentes, puis que ça doit être dénoncé. J'ai pas de problème avec ça, D'ailleurs, ils nous haïssent tous, ces gens-là, en passant. by the way. Là. Mais on tente toujours de nous associer les gens de droite, de nous associer à ces gens-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le centre de radicalisation tombe un peu dans cette sauce-là de temps en temps aussi. Là. Ben, pour moi, le bout où je trouve que ces gens-là ont plus de crédibilité, c'est pas dans ce qu'ils disent sur ces groupes-là, c'est dans ce qu'ils disent pas. Et ça nous amène au. Parce que des regroupements, on s'entend-tu, la nature est humaine, là. Vous savez comment ça marche. Des tout croches, il y en a partout. Fait que s'il y a des tout croches dans l'extrême droite, c'est indéniable. Mais c'est parce qu'il y en a dans l'extrême gauche aussi. Absolument. Mais ça se peut-tu que quand tu es un universitaire, c'est un petit peu difficile à voir de ton côté? Absolument. Et ça, écoute, juste pour remettre les gens en perspective, le graphique que tu fais apparaître à l'écran, qui est qui arrive de la page du compte Twitter de X maintenant, de Bjorn Lomborg, donc le climatologue là, bien connu. Là. En tout cas, le gars qui parle de climat sur Internet Il est depuis super des bon. années. Il est super bon, Lomborg. Là. Mais lui nous dit que. Bon, parce qu'il faut expliquer le graphique puisque la personne va comprendre. Mais en gros, les gens qui sont à l'audio, à l'écran, il y a un graphique et qui classe les experts de la désinformation. Donc, on pourrait appeler les fact-checkers ou les universitaires qui revendiquent le titre d'expert de la désinformation. Tous ceux qu'on voit là, nous dire que là, on est dans l'ère de la post-information, la post-vérité, etc. Fait qu'on Donc, peut, on peut penser que les gens du centre
d'études sur la radicalisation font partie de les experts de la mésinformation. C'est ces gens-là qu'on étudie, autrement dit. Notamment. Et dans l'étude en question, parce que Lomborg parle d'une étude sur Twitter, on y reviendra parce que je l'ai sorti et je l'ai lu pour voir ce qu'il y avait dedans. Et il nous dit, en gros, l'étude, c'est quoi? C'est une étude faite par l'Université de Harvard en partenariat avec. On peut peut-être fermer ça parce que ça devient lourd pour. Ben juste, on va juste finir, parce que les gens à l'audio n'ont pas vu le graphique vraiment. Là. Ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a pris tous les experts de la désinformation. Et à quelque part, dans le sondage qui répondait, on leur a demandé pour la démographie. Êtes-vous homme, femme? Êtes-vous quel âge vous avez? Ainsi de suite. Puis on leur a demandé aussi leur opinion politique. Tout près de 15% des experts en mésinformation se qualifient de très, très à gauche. Ensuite, on a 42% des gens qui se considèrent pas mal à gauche. On a ensuite tout près de 30% des experts qui se disent de centre-gauche. À peine 10% des experts se disent de centre et à peine 5% des experts se disent de centre-droit. Aucun se dit vraiment à droite et vraiment, évidemment, aucun se dit très à droite. Mm-hmm. Voyez-vous le genre? Fait que dans les milieux universitaires qui font des recherches sur la désinformation, le political leaning, la tendance politique de ces gens-là, naturelle, est fondamentalement pas juste à gauche, est quand même très à gauche. Là. Oh oui. La ligne de centre n'est pas bien représentée. Donc, ce que Longboard disait, est-ce que ça se peut que si fondamentalement tu es très à gauche, puis ta job c'est de trouver le radicalisme et l'extrémisme, c'est plus facile d'identifier ce qui est très à droite que ce qui est très à gauche? Absolument. Ben, c'est ce qu'il dit dans un post suivant, parce que c'était comme un genre de thread un peu qu'il a fait là-dessus. Là. Et il dit, il explique un peu ce que tu viens de dire. Donc, que les experts de désinformation penchent fortement à gauche. Donc, on l'a vu, plus de 85% des experts sont soit au centre, soit à gauche. Ils sont probablement doués pour identifier les contenus trompeurs de droite, mais ce n'est pas le cas des partisans de gauche, car ils ne remarqueront pas ou ne l'apprécieront pas activement. Et là, il y a un petit bout après qui est surligné, qui est intéressant. Je vais le traduire dans mes mots, OK, là, mais ça, c'est pas parfait, mais ça va comme suit. On dit en gros que le contenu désinformant ou le contenu qui induit le lecteur en erreur, qui provient des politiques right-wing, donc de la politique de la droite, des politiques de droite, vont être facilement identifiés par les fact-checkers. Donc, assez facilement, l'équipe de fact-checking va souligner Donald Trump ici, il a menti. Ou Pierre Poilievre ici, il a dit n'importe quoi. Et par contre, ils vont dire, étrangement, leur capacité à soulever des incohérences ou des problèmes de faits ou des inexactitudes chez les gens qui sont de gauche, socialement libérales ou qui sont progressistes, ne sont pas bonnes. Non seulement ils ne verront pas le contenu qui est désinformant, parce qu'ils en endossent inconsciemment ou consciemment eux-mêmes les principes. En fait, ils s'en rendront même pas compte. Ils vont les ignorer et ils vont prendre ces choses-là comme du ground truth. Donc, en gros, ils vont prendre pour acquis que ce qui est raconté par quelqu'un de gauche, je n'ai pas besoin de le vérifier parce que probablement que c'est comme un lieu commun. C'est quelque chose qui est vrai. Et ils vont aussi avoir comme principe qu'ils ne veulent pas fact-checker ces gens-là pour ne pas servir de caution idéologique à des gens de droite. Et là, ça, je pense, c'est le bout le plus important, en fait. C'est que c'est carrément ça qu'ils nous disent. C'est que, prenons l'exemple de l'histoire de l'extrême gauche. Autrement dit, c'est de dire que toutes les affaires, est-ce qu'ils ont fait une recension juste, adéquate et tout ça de Atalante, de la Meute, ainsi de suite? Probablement que tout ce qu'ils ont est vrai, véridique, puis ils ont fait leur job comme elle doit être faite pour ces groupes-là d'extrême droite. Ces trucs-là sont utilisés pour nuire à des gens de la droite, des Pierre Poilievre, des Éric Duhem, des gens comme nous qui ont des médias indépendants plus à droite. C'est utilisé pour ça. En ayant bien conscience que leur travail est utilisé pour nuire à la droite, c'est la raison pourquoi ils ne veulent pas trop investiguer sur la gauche.
Ils auraient peur de nuire à des gens de leur camp, qui sont plus neutres, qui sont plus calmes, qui sont plus de centristes, si on veut, mais qui pourraient être associés à ces débiles-là. Mais ça, c'est pas correct, là. Tu fais pas ta job comme faut la journée que tu sélectionnes. C'est pour ça que tu vois jamais de fact-checking sur, mettons, Bernie Sanders. Quand est-ce que tu vois une publication disant ben Bernie Sanders, ce qu'il a dit hier, c'est faux? Quand est-ce au Québec que tu vois des publications dire ben hier, ce qu'a dit Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est complètement faux? Quand est-ce que tu vois des fact-checkers dans les journaux dire ben, c'est parce qu'il y en avait sur Poilievre et l'inflation. Je peux te dire une affaire avec des fact-checkers, il y en avait en crise. Là. Ouais, il a dit, hey, rappelle-toi ce qu'on a passé la semaine passée dans le journal qui nous disait, hey, ils sont même allés vérifier parce que Pierre Poilievre, il a dit en gros 6 000, mettons, véhicules, 6 000 autos ont été volés, sont allés le fact-checker en disant non, non, il a menti, c'était 6 000 véhicules, ce qui incluait des pick-up et des chars. Donc, il ment. Mais quand est-ce que ces gens-là vont fact-checker la job en fin de semaine Dubois ou l'autre là, au fédéral qui disait que c'est à cause de l'eau blase qu'il y a de l'inflation? Jamais sont fact-checkés, ces gens-là. La job dans 20 semaines, on est remonté 20 ans en arrière sur Pierre Poilievre pour essayer de trouver des affaires qui ne feraient pas notre affaire. Hey, Trudeau a été élu premier ministre sans que personne sache qu'il avait fait un blackface puis des affaires louches un peu. Là. Exact. Est-ce que Trudeau s'était fait fact-checker avant d'être PM comme Pierre Poilievre l'est présentement? La réponse est définitivement non. Là. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, faites votre job de la même manière des deux bords. Si vous voulez réellement être neutre, indépendant, puis être les défenseurs objectifs de la bien-pensance, faites-les. Mais faites-les des deux bords. Nuisez pas juste à un des deux camps. Absolument. Mais ce que je trouve intéressant de noter là-dedans, puis je veux que tu expliques après ce que je vais dire, d'où vient ce fameux graphique-là. Exact. C'est intéressant à savoir. Mais dans l'étude en question, okay, je l'ai ici, là, je ne le ferai pas apparaître à l'écran nécessairement parce que c'est un PDF, c'est pas beau visuellement, mais c'est une étude, dans le fond, qui a été publiée par le Harvard Kennedy School Misinformation Review. Ça a été écrit par, bon, il y a des gens de Harvard, il y a des gens de l'Université de Zurich là-dedans, de Sciences Po à Paris, de l'Université Bremen en Allemagne. Donc, c'est quand même une étude avec beaucoup de partenariats là-dedans. Et grosso modo, ce qu'on cherche à savoir là-dedans, c'est comment les experts définissent la désinformation. C'est quoi les débats entourant la désinformation par rapport à des questions comme les chambres d'écho, les médias sociaux? Comment les experts, entre guillemets, qui sont cités là-dedans, comment les experts expliquent que les gens partagent des fausses informations? Est-ce que c'est parce qu'ils y croient ou c'est parce que ils font du militantisme politique, par exemple, et autres? Puis, bon, juste pour dire brièvement les résultats qu'il y a là-dedans, qui sont quand même, que je trouve intéressants. Un, il n'y a aucun consensus quant à la définition de ce que c'est de la désinformation. Il y a même des gens là-dedans qui incluent les nouvelles satiriques. Mettons Babylon Bee, eux autres, ils vont dire de la désinformation, c'est pas vrai. Mais je te le dis, dans les résultats, quand tu vas en bas, il y en a qui considèrent que c'est de la désinformation. Il y en a qui considèrent que ça, c'est une forme de désinformation. Ils pensent que la satire, puis pourquoi je dis ça? Pas parce que c'est si intéressant que ça dans l'absolu, c'est que quand les politiciens arrivent avec des histoires de censure d'Internet, ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les experts sont unanimes. Ils nous ont dit que, moi, je peux vous le dire, je viens de la lire, la calice d'études avec les 150 experts qui ont été interrogés. Il n'y a pas de consensus. Deuxième point, l'approche va varier selon le background du fact-checker en question, de l'expert en désinformation. Par exemple, celui qui est en sciences politiques, c'est expliqué dans l'étude, ceux qui font ça puis qui viennent de, mettons, sciences politiques ou sociologie, eux autres, ils vont s'en tenir au fait lui-même. Dans le fond, l'information elle-même a été véhiculée et elle est fausse, point barre. Ceux qui sont plutôt en psychologie, neurosciences, ces trucs-là, eux, ce qui les intéresse, c'est les motivations qui poussent les gens à mettre de l'avant ce type d'information-là. Donc, pour eux, le critère de savoir si les gens informent intentionnellement ou involontairement est important, alors que pour les gens en sciences politiques, s'en foutent. Tu as partagé de la fausse information, que tu le veuilles ou pas, tu es un cave, on devrait t'empêcher de le faire. Alors que ceux qui sont en psychologie vont dire « Ouais, mais attends un peu, il y en a qui peuvent mettre ça, puis ils le savent pas, puis bon. » De ça. Et l'autre affaire qui est très intéressante dans cette étude-là, c'est qu'ils nous disent qu'en gros, la chambre d'écho et l'histoire du monde post-factuel, tout ça, c'est clairement une invention médiatique.
Ce qu'eux autres, ce qu'ils disent là-dedans, c'est écrit noir ouais? sur... Ce qui est écrit là-dedans, c'est écrit noir sur blanc dans l'étude. Ils disent, les gens en ligne ont accès à plus, sont exposés à plus de points de vue contraires que les gens qui sont hors ligne, OK. contrairement à ce qu'on pense. Donc, Fait que c'est pas une chambre d'écho tant que ça, les gens qui font, qui font leur confrontation d'idées sur Twitter, par exemple. ben, parce que la plupart des gens disent que la désinformation, elle vient du fait que les gens sont dans des chambres d'écho, ils ne voient que des trucs qui renforcent leur prior, donc après ça, ils partagent des affaires fausses. L'auditoire de Yann et Frank, c'est une méga chambre d'écho de 10 000 personnes. On est Exact. tous dans la même pièce. C'est ça. mais dans l'étude, ce qu'ils disent, c'est que si les gens qui ne vont pas sur Internet sont exposés à quoi? Ils sont exposés essentiellement à leurs entourages. Comment on choisit notre entourage? En général, basé sur des affinités. Donc, de manière générale, dans votre vie de tous les jours, vous êtes beaucoup plus face à des gens qui sont comme vous que différents de vous, Mhm. par vos loisirs. Évidemment, si vous jouez dans une ligue de hockey avec des amis, très bonne, il y a fort à parier que ces gens-là vous ressemblent, vous les avez choisis parce que vous vous entendez bien, tout ça. Et quand il y a quelqu'un qui est incompatible avec vous, vous avez tendance à l'éloigner de votre vie. Par contre, sur Internet, c'est ça qu'ils disent là-dedans, c'est les gens qui sont sur Internet, sur des forums, des réseaux sociaux, tout ça, sont constamment mis devant des gens qui pensent différemment d'eux à cause de comment l'information est véhiculée, ne Pour serait-ce le que meilleur et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. Donc, l'histoire de la chambre d'écho sur Internet, eux, ce qu'ils disent, puis ça, c'est moi qui les paraphrase, mais en fait, la chambre d'écho, elle existe beaucoup plus dans votre vie réelle que sur Internet, contrairement à ce qu'on peut penser et dire dans les médias. Et dernière affaire que je trouve intéressante qui est dit là-dedans. Fait qu'il a lu vous voyez qu'il a lu l'étude pour vrai, ce freak-là? Là? Oh oui, j'ai pour vrai. Et dernier point qu'ils disent dans l'étude que je trouve intéressant, c'est que la plupart, selon les experts qui ont été consultés, la plupart des gens propagent de la désinformation de manière volontaire. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vrai que les gens Pour croient. nuire à l'autre. C'est ça. C'est pas vrai que les gens croient Ah, à des affaires alternatives. Ils les mettent de l'avant dans le but sciemment d'attaquer un adversaire Je suis politique. d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec ça. Et c'est pas vrai qu'il faut faire des lois pour lutter contre ça, parce que là, plein de gens croient à des faits alternatifs. En fait, si tu les sondes, puis ils te répondent honnêtement, ils ne croient pas. L'exemple classique de ça, c'est est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui pensent que Justin Trudeau est le fils de Fidel Castro? Non. Bon, il y en a qui le pensent, mais la plupart des gens qui ont déjà partagé ou discuté de cette nouvelle-là Je trouve juste ça drôle. le font parce qu'ils trouvent ça drôle ou parce que c'est une arme politique d'associer Trudeau à un régime communiste. Ah oui, je suis 100% d'accord avec ça. Parce que tu le vois, tu sais, on est exposé à ça, moi puis Frank veut pas, d'une haine d'un groupe qui se craignent entre eux autres pour venir tout le temps nous harceler. Puis, tu sais, je l'ai déjà parlé, j'ai essayé toutes sortes de stratégies, les bloquer complètement, les bloquer de manière préventive, les laisser parler, les exposer, leur répondre. Il y a vraiment toutes sortes d'affaires que j'ai essayé. Finalement, ce qui sort qui est le plus efficace, c'est vraiment de bloquer. Parce que même si tu penses que tu es capable de leur répondre puis subir leur haine puis que toi, ça ne t'affectera pas, tu te rends compte que finalement, tout ce que ça fait quand tu leur réponds, c'est que ça les stimule puis tu deviens une cible à ce moment-là puis ils se mettent encore plus ensemble pour venir te faire chier. Puis c'est pas vrai que ça t'affecte pas, ça finit par t'affecter. Fait que, mais ça, l'affaire, c'est ce que tu détectes rapidement dans leur personnalité, ces gens-là. Premièrement, c'est des gens profondément haineux, des gens souvent qui sont blessés émotivement. Il y a beaucoup de célibataires là-dedans qui n'ont pas eu de changement d'huile depuis longtemps. Puis, on va dire les vraies affaires, c'est ce que c'est. Oh, mais ils le disent eux-mêmes, de ce que j'ai compris. Là. Maintenant, soyons honnêtes. Là. Ouais. 7 ans que la même huile, ça peut être long. C'est le carburateur commence à capoter un peu. Mais c'est vraiment ça, la game. Fait que tu dis, écoute, je vais juste pas me protéger, mais je vais juste exclure ces gens-là de ma vie. Je veux dire, ils ne sont pas assez pertinents pour que je mérite de m'en occuper. Mais le trait de caractère qu'ils ont tous en commun, qui est fondamentalement identique à tout le monde, c'est qu'ils sont profondément militants. Ils sont militants, ils se battent pour la cause. Ils ne sont pas capables de financer un parti politique, ils ne sont pas capables de produire des idées pour un parti politique, ils sont trop caves. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire vraiment pour avoir un impact dans le débat de la vie publique, c'est de dire, je vais être un militant qui va essayer d'attaquer psychologiquement mon adversaire
pour que mon adversaire flanche et se retire de la vie publique un jour. Ce qui arrive jamais, là, à toute fin pratique. Là. Mais c'est vraiment ce milieu-là. Fait que de dire que ces gens-là partagent de la fausse information juste par principe de militer contre un adversaire, écoute, c'est le modus operandi qu'on observe nous-mêmes. Fait que les experts en désinformation, moi, ce que je retiens de l'étude, c'est que c'est pas complètement des imbéciles. Mais non. C'est juste qu'ils comprennent très bien ce qui se passe. C'est juste que, premièrement, ils sont utilisés dans le système politique. Et deuxième, ils sont très utilisés par le système politique. En fait, est-ce que c'est le centre de l'étude de radicalisation qui est problématique ou c'est l'utilisation que les médias font de ce centre-là? Moi, je pense que c'est plus la deuxième partie de l'affirmation qui est problématique. Mais c'est aussi qu'ils penchent tous du même bord. Parce que fondamentalement, c'est des universitaires. Les gens un peu plus de droite, là, c'est souvent pas des gens qui sont des universitaires ou des académiques. Il y en a, mais il n'y en a pas une tonne. Ben, surtout dans les sciences sociales. Exactement. C'est carrément la game. En fait, probablement qu'il y a plus de monde à droite quand tu vas dans un département de mathématiques ou d'ingénierie ou d'affaires de même. C'est ça. Mais eux autres ne sont pas politisés et ils s'en foutent. T'sais. Ah, qu'ils sont bien. Oui, mais c'est un cercle vicieux. La raison pour laquelle il y a ce biais-là, parce qu'en gros, là, le point, je pense, à retenir là-dedans, ce n'est pas que ce que ces gens-là disent est faux. C'est qu'il y a l'arbre qui cache la forêt. Ouais. C'est que derrière ce qu'ils disent, il y a des choses qu'ils ne disent pas parce qu'ils sont evil, c'est ce que Lomborg dit dans son tweet. C'est pas parce que ces gens-là sont de connivence nécessairement avec le pouvoir, puis sont malades, puis ils sont evil, tout ça. C'est que de par leur propre biais, et ces biais-là sont renforcés par la communauté ou on l'a vu par le graphique, puis tu vas expliquer dans quelques instants de où il vient ce graphique-là qu'on a mis à l'écran, c'est qu'il y a une communauté où il y a une, disons ça comme ça, une homogénéité des idées. Donc, tout le monde est essentiellement gravite autour de social-démocrates, socialistes, là, en gros. Là. Dans le Donc, milieu universitaire, c'est ça. Centre-gauche, très à gauche, c'est comme ça. N'importe qui a déjà été à l'université le sait. C'est comme ça. Est-ce que c'est bien, c'est mal? J'en ai aucune idée. Mais ce que je voulais dire sur le cercle vicieux, c'est que, mettons que toi, ça t'intéresse, ce genre de sujet-là, mais que tu es plutôt, on va dire, slightly right. Donc, ce qu'on a vu sur le truc, tu es plutôt à droite du centre, on va dire. C'est pas un fou d'extrême droite, mais à droite du centre. Si tu vois ce genre de graphique-là, est-ce que tu as envie d'aller interagir avec cette communauté de pensée-là, sachant que dans le fond, tu es déjà marginalisé en commençant. Donc, qui va y aller? Va y aller ceux qui s'en foutent, ceux qui n'en ont pas nécessairement conscience, les plus, entre guillemets, naïfs de la gang. Là, puis je le dis pas méchamment, mais ceux qui ne savent pas qu'il y a ça. Puis c'est pas pour rien que quand tu regardes, mettons, la répartition dans certaines universités, c'est que les gens qui sont plutôt de tel courant de pensée vont être toutes dans la même faculté ou toutes dans la même université. Bon, à l'époque, c'était à Chicago, à un moment donné, à la London School of Economics. Pourquoi? Ben parce que tu essaies de te créer ton propre safe space, entre guillemets. Frank, le département d'économie de l'UQAM a déjà été un top département d'économie au Canada. Ben, de ce qu'on comprend, c'est vraiment pas à pire place de l'UQAM. Mais mettons que pour toi, ça serait vraiment le plus facile d'aller étudier à l'UQAM en fonction d'où tes parents restent. Tu te dis, ben, mettons que je veux pas changer ma vie, c'est là qu'il faut que j'aille. Puis que t'es pas fucking full à gauche. Hein. Tu t'en vas où? Comment tu choisis ton domaine d'études? Il te reste une coupe de facultés. Donc, forcément, il y a un effet de concentration qui fait que des gens vont dans des endroits où ils savent qu'ils se feront pas marginaliser. Oui, puis le milieu universitaire ne favorise de moins en moins le débat. Il favorise de plus en plus le conformisme. C'est ce qui est le plus catastrophique dans toute cette histoire-là. Moi, ce que j'ai bien aimé avec Bjorn Longborn, c'est qu'il te fait voir les choses d'une manière, sur un angle différent. Tu sais, c'est pas, le but, c'était pas de militer ou tout ça, mais la façon qu'il a trouvé cette information-là est vraiment fascinante. Parce que vous avez vu, Frank a lu l'étude, qui est une étude qui, fondamentalement, avait rien de spectaculaire, autrement dit. C'est pas une étude qui ferait les nouvelles, normalement. La raison pourquoi Longboard a trouvé de quoi de le fun là-dedans, c'est que le graphique qu'on vous a mis à l'écran, là, il n'était pas dans les tableaux de l'étude. C'était pas un sujet spécifique de l'étude. C'était dans les appendices à la fin. Pour avoir le sondage, autrement dit, de tout le monde, en faisant... Parce que dans l'étude, ça ressemble à ça, là, ce que vous voyez. Vous défilez l'étude, puis il y a des genres de graphiques comme ça, donc fortement d'accord, fortement désaccord, etc. C'est un grand sondage.
Mais comme dans tout bon sondage, on a voulu sortir quelques points démographiques, puis c'est là qu'ils sont arrivés avec le political leaning, de quel côté tu penches, à gauche ou à droite. Et c'est carrément à la page 15 de l'étude, un appendice, tout ça. Fait que moi, quand j'ai pogné ça, le tableau de Longborg, j'ai dit, je vais aller voir la source, parce que même si j'ai confiance en ce gars-là, je suis allé voir la source. Fait que j'ai dit, ah, OK. Puis là, j'ai descendu l'étude, puis j'ai dit, il ne parle pas de ça à nulle part. Je trouvais ça comme bizarre. Fait que là, je suis vraiment retourné sur l'image. J'ai vraiment vu page 15, appendice. Puis c'est juste quelques 3-4 phrases qui sont écrites pour décrire un peu le political leaning des gens qui ont répondu à l'étude. Lui, il est allé chercher un point dans l'étude, il a sorti le graphique de ça, il a produit le graphique lui-même, puis il a dit regardez comment il faut se méfier des gens qui font ce travail-là. Ils penchent tous du même bord. Puis là, après ça, il est arrivé, puis il n'a pas fait ça. Quand il arrive, il dit pourquoi vous devriez vous en méfier. C'est pas méchant envers eux, c'est juste expliquer la vie. C'est dire, regardez, ils penchent tous du même côté. Ils sont. Puis ils s'en rendent même pas compte. C'est parce que c'est même pas un sujet qui est abordé dans l'étude elle-même. Alors que, comme Frank a dit, il a lu l'étude, c'est quand même une bonne étude. Il y a quand même des affaires vraiment intéressantes à aller dans cette étude-là. Mais Longborg, lui, il a mis vraiment le doigt sur quelque chose de plus fondamental qui n'a pas été abordé dans l'étude. Le data était juste disponible, il l'a ramassé à terre. Oui, puis tu peux, comment je pourrais dire ça? Tu peux faire une étude sur l'étude. C'est ce que lui a commencé, mais même tu pourrais aller plus loin que ça. Par exemple, je te prends juste un exemple, puis après ça, on va changer de sujet / aller sur Patreon. Là. Mais par exemple, on demande aux gens, on demande aux répondants, donc les 150 experts qui sont questionnés, lequel de ces actions devrait être pris contre la désinformation. Donc, en faisant lorsque tu réponds vidéo de près pour ça. lorsque tu réponds à cette question-là, tu as la réponse sur l'opinion des experts, mais tu as aussi une bonne indication de leur degré de libéralisme, on va dire ça de même, et de leur attachement à certaines valeurs. Et je vais prendre l'exemple suivant. On leur demande notamment qu'est-ce qu'ils pensent du shadow ban. Okay. Donc, le fait d'invisibiliser quelqu'un, donc la personne ne le sait pas, elle met ses trucs sur Internet. Mais elle ne passe pas dans l'algorithme. Non, Christy, j'ai 100 000 followers, puis il y a 32 personnes qui ont vu mon post. Comment ça? Bon, ben, t'es shadow ban. Et il y a juste 5% des répondants qui strongly disagree. Aïe, alors qu'il me semble que d'après moi, c'est pas mal le 5% dans le graphique. Un libéral, eux autres, c'est sûr qu'ils disent ben non, tu laisses le monde aller. En fait, quelqu'un qui se ridiculise dans la désinformation, moi, je veux le voir. Je veux le voir. Ben oui. Puis là-dedans, bon, ben, pour cette question-là, mettons, du shadow ban, là, tu as beaucoup de gens qui sont dans le milieu, là, neither agree or disagree, tend to agree, mais globalement, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça là-dedans. Donc, on comprend que vous avez compris que c'est pas des gens qui ont des principes libéraux très forts. Là. Non, non, vraiment pas. Écoute, puis quand on dit comment ça peut déraper, c'est qu'à un moment donné, les gens qui sont à ne pas truster ici, ce pas les académiques. Les académiques, comme d'habitude, se font utiliser. Oh, c'est tout le temps ça. Ils se font utiliser par les politicos, ils se font utiliser par les médias, c'est tout le temps ça. Ce qui se passe en France présentement, ça a l'air d'être. Pourquoi vous parlez de ça? Il y a tellement de nouvelles aujourd'hui, puis vous parlez de ça. Vous êtes weird, Yann et Frank, blablabla. Mais la game, c'est tout relié. C'est tout relié un peu parce que Charles Gave, qui est un polémiste en France, le monsieur, il est meilleur sur TikTok que sur d'autres plateformes, je trouve, mais il y a des principes libéraux assez forts, il y a des principes même conservateurs, puis il aime s'exprimer. De ce que je comprends, c'est que c'est un monsieur travaillé en finance longtemps, puis tout ça. Mm-hmm. Puis là, en France, là, ils sont en train de passer des genres de règlements, tout ça, pour catégoriser systématiquement les intervenants dans les médias publics. Bon, toi, lui, là, c'est un gars de gauche, c'est un gars de droite, c'est un gars d'extrême droite, ainsi de suite. Mais tu n'as pas ton mot à dire sur la catégorie qu'on t'attribue. Pour avoir des quotas, juste pour expliquer, c'est pour avoir des quotas basés un peu sur le concept de diversité et inclusion. C'est-à-dire que, tu sais, autant que tu dois avoir, à un moment donné, dans un film, pour avoir tes subventions, ben, il faudrait qu'il y ait des gens de minorité visible, une couple de lesbiennes, etc. Ben,
ça sera la même chose parce que là, des gens disent ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Et sur CNews, il y a juste des gens de droite puis d'extrême droite. Ça prendrait bien 3-4 communistes pour venir équilibrer le tout. Mais regardez ce que ça donne comme résultat. Puis la vidéo, il était un peu tout croche, là, mais quand même intéressant. Bon, bonjour, Charles Gave. Je suis à l'Institut des Libertés et je voudrais faire part de mon immense stupéfaction. Apparemment, le gouvernement français requiert maintenant que des gens qui parlent sur les radios et télévisions publiques soient fichés selon leurs opinions politiques. J'ai appris que l'Institut des Libertés était fiché à l'extrême droite. OK, juste comme ça, là, l'Institut de la liberté ou des libertés, fiché d'extrême droite. Je veux dire, ça marche pas, là. Ah, d'après toi, y avait-tu un biais, ceux qui ont fait la liste? Hein, ouais. Est-ce que les gens savent encore? Ah, c'est vrai, mais on oublie tout le temps, c'est le contexte français. C'est pas grave, l'extrême droite en France, il y a de quoi de plus grave. Les autres, ils ont l'ultra-droite. On l'a pas, nous autres, encore. Ouais, c'est ça. Ça s'en vient. Et je ne vois pas ce qui donne le droit au gouvernement français de me coller une étiquette politique. Je croyais que depuis 1940 et le moment où il y avait des cartes d'identité, où il y avait la religion des gens, le gouvernement français n'avait pas à se mêler des opinions politiques des gens ni de la façon de ce qu'il voulait dire. Donc je voudrais dire une seule chose, c'est je me réserve tous les droits d'attaquer cette décision que je trouve à la fois anticonstitutionnelle, stupide parce que je n'ai rien à voir avec l'extrême droite, j'ai toujours été un libéral conservateur. Dire que je suis d'extrême droite, c'est dire que Raymond Aron, qui a son portrait dans mon bureau, que Bastia, qui a son portrait dans mon bureau, étaient des gens d'extrême droite, et c'est d'une imbécilité et d'une nocivité foudroyante. Donc, je me réserve le droit, et je vais sans doute attaquer en justice le gouvernement français. Merci beaucoup. Une très bonne décision. Non, mais tu sais, je veux dire, le gars trippe sur des grands libéraux, là. Non, le libéralisme, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, là. Absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le contraire. L'extrême droite et l'extrême gauche, qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'autoritarisme. C'est quoi le parfait opposé de l'autoritarisme? Le libéralisme. Ouais, c'est pas mal ça. C'est donc bien débile, man. Mais c'est ça. Tout ça part de bonnes intentions, là. Ah ouais, tout ça part. Ça part de bonnes intentions. L'enfer en est pavé, Liane. L'enfer en est pavé. Écoutez, on va migrer vers Patreon parce qu'on est un petit peu bousculé par le temps aujourd'hui. On a notre préféré, quand même. Pas José. On a un texte de José. Mais plus sérieusement, on a quelques audios qui ont été récoltés par Joey, qui sont, ma foi... délicieux. Qui promettent d'être assez délicieux. Donc, de Radio-Canada. Attends un peu, il y avait du stock là-dedans, finalement? Oui, notamment d'une émission sur les... En avant Calvaire. Oui, c'est ça. Il y avait une émission de Radio-Canada sur les dildos écologiques. Abonnez-vous à Patreon pour en savoir plus.